C'est une belle salle. Hein? Je me demandais pourquoi on m'avait invité, mais je l'ai découvert tout à l'heure parce que je suis venue voir les horizons, puis je me suis rendu compte que j'étais peut-être une des seules qui ne cachait pas l'écran. Quand l'image est projetée, je me dis, ah ben c'est le fun, je ne dépasse pas, c'est bon. Alors oui, on va se laisser aller. Merci beaucoup, Jessica, pour ta présentation. Je pense que c'est vrai, c'est un bon conseil que tu donnes. Il faut se laisser aller, oublier le quotidien un peu et penser à qu'est-ce que ça peut être. Est-ce que vous m'entendez bien, tout le monde? Oui? D'accord. Installez-vous confortablement parce que quand même, c'est une conférence que j'essaie de serrer en 1 heure, mais il y a beaucoup de matériel et le défaut des conférences, c'est un peu la même chose que quand on rencontre un groupe. Hein, je m'adresse à tout le monde puis je m'adresse à personne. Il y en a qui vont dire « Mon Dieu, ça va trop vite ». Il y en a qui vont dire « Mon Dieu, ça va trop lent ». Il y en a qui vont dire « On a tous vu ça l'année passée ». Il y en a qui vont dire « On n'a jamais vu ça, madame ». Bref, tout ça pour dire que s'adresser à un auditoire comme ça, de manière très frontale, ben ça a ses limites. Je m'en excuse. C'est sûr que j'aimerais mieux partir avec 8-10 d'entre vous, aller prendre une bière, jaser de ça, puis revenir en chercher 8-10. Mais ça serait plus long. Ça serait plus long. Bon, donc on y va. Vous avez trouvé qu'il était de bonne heure pour la bière? J'en prendrais une, là, ça me calmerait, me semble. Ou un petit verre de blanc. Il n'y en a pas une bouteille d'ouverte? OK. Alors, écoutez, je vous le dis en partant, je ne suis pas une spécialiste de rien du tout. Okay? En fait, je me considère beaucoup plus comme une généraliste. Et ce que je viens faire avec vous ce matin, pourquoi je suis là, dans le fond, à part parce que je ne suis pas grande, c'est que à la Fédération, l'école de demain, c'est vraiment un aspect super important pour nous. On y travaille assidûment. Et ce que je vais faire dans 1 heure, c'est de vous ramasser, si ça a une qualité, c'est celle-là, c'est de vous ramasser. Écoutez, des fois je dis des centaines, mais je suis certainement rendue dans le millier d'heures de lecture, de visionnement, de conférences, de tweetage, etc. Et pour vous donner une vision de qu'est-ce qui se passe en éducation actuellement. Parce que, bien, il y a le Québec, bien entendu, mais je le dis souvent un peu à la blague, mais on fait souvent figure un peu de village gaulois ici. Probablement à cause de notre langue en partie, hein, parce que alors on est assez refermé sur nous. Puis c'est bon d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Alors je vais faire un peu le mélange de tout ça. Donc, rapidement, des gens que vous connaissez peut-être. Alors évidemment, ce que je vous amène, c'est rien d'original, là. C'est du ramassé là, de ce que des grands conférenciers rencontrés, avec qui on a discuté, avec qui on a pu visionner, etc. Évidemment, ma communauté Twitter, et je vais vous en parler beaucoup de Twitter parce que moi, ça a vraiment changé mon travail, ça a changé ma vie. J'ai une collègue qui dit « Je ne vais plus à l'école, mais j'apprends tous les jours ». C'est vraiment ça avec Twitter. Plus besoin d'aller à l'école, on apprend tous les jours. Alors, je remercie cette communauté-là. J'ai mis quelques photos, mais ils sont 250. Des livres, des revues, des sites. Il y a des sites extraordinaires. Vous savez, de plus en plus, il y a des gens avec beaucoup de sous. On peut penser à la fondation Bill et Melinda Gates, mais aussi, vous voyez en haut, Edutopia, c'est un site qui est financé par, je veux le dire, George Lucas, exactement, le créateur de Star Wars qui l'a vendu à Disney, justement pour ça, hein? C'est pour aller chercher des fonds pour mettre dans l'éducation. Alors, il y en a qui y croient vraiment. Alors, bref, c'est un paquet de ressources, un paquet de congrès aussi auxquels on a la chance de participer. Alors, je vous ramasse ça. Et je le fais parce que on a beau se taper dans le dos et se dire qu'on est très bon, on fait une bonne job, nos élèves sont bons, nos écoles sont pleines, particulièrement dans la région de Montréal, on se trouve extraordinaire. Mais il ne faut pas non plus rester sur un air d'aller. Il faut savoir que les temps changent.
Il y a des compagnies qui disparaissent. Je ne suis pas en train de dire que les écoles vont disparaître, mais il faut toujours se tenir un peu à l'affût. Moi, je suis toujours un peu surprise de voir des compagnies qui s'en vont direct dans le mur puis qui ne voient pas que la technologie a changé. Alors, c'est des choses qui arrivent. Il faut penser à l'avenir. Et je ne sais pas si Denis de Villers est dans la salle. Denis n'est pas là. Denis, qui est le directeur du Collège d'Anjou, qui me dit, quand on fait une conférence, il appelle ça la technique bikini. On fait ce cours, on suscite l'intérêt et on couvre l'essentiel. Alors, c'est ce que je vais essayer de faire. Et si j'avais un verre d'eau, là, ça m'aiderait bien gros. Je pense qu'il y a quelqu'un qui pourrait m'apporter un verre d'eau. OK, merci. Alors voilà. Maintenant, à partir de là, ça va être super sérieux. Alors, j'espère que vous êtes prêts à embarquer avec moi dans ce petit voyage. Alors, voyez-vous, hein, je ne coupe pas l'écriture. Alors, ce que je vais faire avec vous, c'est qu'on va faire un état de la question. OK? J'appelle ça contexte et problématique. On va regarder, mais vraiment au niveau de la classe, hein, au niveau de nos méthodes pédagogiques, au niveau du curriculum, au niveau de l'évaluation, au niveau de la salle de classe. Et puis ensuite, une fois qu'on aura fait le tour de ce qui se dit dans le monde, on va reprendre toutes ces étapes-là, mais là, on va aller chercher des pistes de solutions et des exemples de ce qui se passe dans le monde. Et moi, en fait, ce matin, j'ai juste un objectif. Et je vous le transmets et je vous le transfère, je l'espère, en espérant que vous ayez le même. J'espère que vous allez sortir d'ici avec une idée. Juste une, ça ferait ma journée. Alors, si vous partez tous avec une idée de dire, tiens, ça, je pourrais essayer ça, moi, à partir de lundi, c'est faisable, c'est pas si compliqué que ça, alors je serai comblée. Alors, on y va. On a une tâche excessivement difficile. C'est pas compliqué de s'en rendre compte. Le monde change très rapidement. La société change très rapidement. Les élèves changent, même si fondamentalement c'est des jeunes, mais le monde dans lequel ils vivent change beaucoup. Et, en quelque part, non seulement les changements technologiques accompagnent ça, donc tout ça mis ensemble, ça fait des fois on a l'impression qu'on est vraiment en bouleversement tout le temps et en apprentissage tout le temps. Et je ne sais pas si vous avez réalisé, merci beaucoup Jessica, je ne sais pas si vous avez réalisé, mais les élèves qui sont rentrés en secondaire 1 cette année prendront leur retraite, on l'a calculé ici, là, ou à peu près, ça dépend quel gouvernement sera en place, parce que déjà, là, ça ne serait plus 65, depuis le temps que j'ai écrit ça serait 67, probablement, et peut-être que ça va monter encore. Alors, bref, qui ici peut deviner quel soit notre monde à cette époque-là? Écoutez, c'est difficile de voir 5 ans en avant. Cette semaine, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, je l'ai tweeté. Il y a un conférencier à TEDx Paris qui a dit que la médecine, à partir de 2015, va changer radicalement. Et est-ce qu'il y en a qui ont vu cette vidéo-là? Ah mon Dieu, je vais vous l'envoyer. C'est épeurant. C'est épeurant. La longévité, là, c'est une organisation de société complètement différente. Bref, on ne sait pas où on s'en va. Et pourtant, on fait la classe, puis on apprend aux jeunes différentes choses. Mais ce qu'on a vraiment à faire avec les jeunes, c'est de les préparer pour un futur inconnu. Et donc, 2 choses importantes, s'adapter puis apprendre. Je pense que c'est les 2 choses les plus importantes qu'on peut faire avec nos jeunes. Parce qu'ils vont être dans un monde en constant changement, puis ils vont devoir réapprendre tout le temps. Même nous, hein, à un moment donné, le rythme va tellement vite qu'on vient trouver que c'est un peu tannant. Hein? Change d'appareil, puis change d'appareil, puis change d'appareil. Ça n'arrête pas bien. Voici l'étude dont Michel parlait. Il y a 230 questions. Je ne les ai pas toutes mises. Et on l'a fait en 2001 et on l'a refait en 2010. En 2010, il y a 44 000 élèves qui ont répondu de toutes les régions du Québec. Ce sont nos élèves, là, c'est les élèves de nos écoles privées. Alors, il n'y a pas une région qui peut dire « Non, pas nous. » Non, tout le monde pareil. Et il y avait 9 grandes catégories dans cette étude.
je vous fais un résumé rapidement. Les 8 premières, c'est mon collègue des services aux élèves, André Revers, qui l'a fait, cette étude-là. C'est fou comme entreprise parce que tous les recoupements qu'on peut faire là-dedans, il y en a pour une vie. Mais la société change tellement vite qu'il y a des sections vis-à-vis de la technologie qui changent aussi rapidement. Mais bref, je vous fais un résumé. Les élèves, ils vont super bien. Ils s'entendent bien avec leurs amis, sont contents de leurs parents, ils ont de bonnes relations avec eux, prennent moins de drogue qu'en 2001 quand on a fait le test. Remarquez que c'est auto-rapporté. Bon. Mais auto-rapporté, c'est mieux. Fument moins, sont en forme, font du sport. Bref, quand on regarde le portrait de nos jeunes, vraiment, c'est très encourageant. Jusqu'à temps qu'on arrive dans la section 9. La section 9, c'est celle sur l'école. Et là, nous, on a été, comme diraient les jeunes, flabbergastés. C'est intense. Et là, on s'est dit, wow, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ou bien c'est les jeunes, ou bien c'est nous autres. Mais là, on ne s'entend plus. Parce que vous voyez les différences. Là, je n'ai pas besoin de vous en faire état. Je pense que vous voyez bien. Et c'est assez... on ne parle plus d'écart significatif. Là, on n'est même pas dans cette discussion-là. C'est des canyons de différence en très, très peu de temps. Alors, qu'est-ce qui a changé en très, très peu de temps? Est-ce que c'est nous? Je ne pense pas. Est-ce que c'est les jeunes? Peut-être, mais c'est surtout le monde dans lequel ils vivent qui est en décalage probablement de plus en plus grand par rapport à ce que nous, on leur offre comme service. Alors, par rapport à l'école, là, ils ont été vraiment durs. Et là, je vous présente simplement quatre éléments qui sont plus de nature pédagogique ou motivationnelle, mais le reste n'est pas très heureux non plus. Et je vous fais grâce de faire des distinctions parce qu'évidemment, tiens, je vais la mettre là, parce que là, c'est les chiffres globaux. Parce que nous, on les a de la première à la cinquième. Alors, vous vous imaginez que c'est une pente comme ça. Et on les a garçons et filles. Devinez ce qui arrive. Bref, juste pour vous dire, là, la motivation à l'égard de mes études, les garçons en cinquième secondaire, 16 % sont super motivés. Non, mais c'est dramatique. Et puis là, c'est nos élèves dans nos écoles, puis on dit on a une belle clientèle. Si on faisait le test ailleurs, peut-être qu'on trouverait ça effrayant. Alors, vraiment, nous, en tout cas, ça nous a remis en question. On s'est dit, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Faut s'interroger. Ah oui, donc. On peut se consoler. Quand on se compare, on se console. C'est la même affaire partout à peu près. Okay? Cet ennui vis-à-vis l'institution scolaire, cette démotivation, c'est la même partout. Quand je dis partout, on n'a pas parcouru la planète au grand complet, mais on parle évidemment, on parle de l'Europe, on parle de l'Amérique au grand complet, l'Australie. En Asie, on dirait qu'ils sont tout le temps motivés. Hein? Mais bon, ça c'est autre chose. Mais disons qu'on parle de notre monde, là. Et l'école fait de moins en moins sens aux élèves parce que eux, ce qu'ils nous disent, ce que les recherches disent, ce que les gens qui vont les interroger entendent, c'est qu'ils disent, mais oui, mais l'école est de plus en plus déconnectée de notre vie. Je me mets à on dans la vie, j'arrive à l'école, je me mets à off. Alors, l'écart est trop grand. Et c'est ce que les élèves disent de plus en plus au niveau de la connexité, la déconnexité. Et évidemment, pour eux, on le voit là, ça fait pas. Oubliez pas que les élèves qui sont dans nos classes, là, un monde sans Internet, ils n'ont jamais connu ça, là. Ils ne savent pas que ça a même existé. Alors, ce passage-là que nous avons fait, bien, eux, ils ne l'ont jamais fait. Alors que nous, on a besoin de le faire. Pour eux, ça ne fait pas de sens, là. De quoi vous parlez? Voilà. Et les gens les ont interrogés, les élèves. Ça, c'est un ramassis de vraiment plusieurs études que j'ai mis ensemble et donc, il y a des choses qui étaient dans certaines, d'autres qui étaient vraiment très, très répétitives, mais je me suis dit, on va les mettre toutes ensemble, comme ça, les gens pourront les voir. Alors, quand on interroge les jeunes, à quoi vous vous attendez de l'école? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe à l'école? Ils ne disent pas, on ne veut pas travailler. C'est pas ça. Mais ce qu'ils veulent, c'est avoir plus avoir leur part à l'intérieur de ce monde-là, être beaucoup moins passif de je rentre, je suis pendant 1 heure,
je vais au prochain cours, je suis pendant 1 heure. Vous allez m'écouter pendant 1 heure, là. Les jeunes, ils font ça 5 heures par jour, 5 jours par semaine. Pas sûr qu'on le ferait tous. T'sais, on est passé à d'autres choses, puis on est content. Mais il faut réaliser que eux, c'est ça leur vie. Alors, ce qu'ils nous disent, c'est on aimerait ça participer plus, hein? Donner nos opinions, avoir des responsabilités. Quand on dit partager le contrôle de la classe, là, ça ne veut pas dire que c'est pas le patron, c'est pas l'enseignant. Ça veut dire, OK, il y a un travail à faire. Est-ce que je peux choisir l'outil avec lequel travailler? Est-ce que je pourrais choisir le format dans lequel vous le remettre? C'est plus ça quand on dit partager le contrôle. Donc, avoir du choix, avoir des défis, travailler en collaboration, on est très pour ça, mais ils veulent aussi travailler en compétition, ça les stimule. Évidemment, suivre leurs intérêts et leurs passions. Des lectures imposées, des textes organisés. Quand c'est tout tracé, les élèves disent, moi, j'aimerais ça avoir le choix parmi 5, ou j'aimerais ça avoir une option. Ce type de choses, ils apprécient. Créer, évidemment, s'exprimer, partager et participer au monde réel, extérieur à l'école. Alors, essayer de connecter l'école avec ce qui se passe à l'extérieur. Alors, voilà, quand on leur demande ce qu'ils vous répondraient. Mais l'école, elle n'est pas du tout sur cette base-là. Elle n'a pas été créée sur cette base-là. Vous connaissez probablement Ken Robinson. Si vous ne le connaissez pas, mettez-le dans vos favoris, parce que Ken Robinson, actuellement, c'est la personne qui a le plus d'influence en éducation au niveau mondial. Et c'est un orateur extraordinaire. Vraiment, il est drôle, il est amusant, mais il est percutant. Alors, si vous ne l'avez jamais vu, allez sur TEDx, vous allez voir, il y a quelques conférences là et il est génial. Et une de ces conférences, il explique, il dit, écoutez, l'école, elle n'a pas été faite sur ce type-là de dire aux élèves, prenez votre part, faites des choix, etc. Parce qu'elle a été montée à une époque où ce qu'on voulait, c'est des gens pour travailler dans les industries, alors qu'ils étaient capables de suivre un horaire, d'être obéissants, d'écouter, de faire ce qu'on leur dit, etc. Donc, le modèle de l'école a été sur cette base-là. Et il est très linéaire, conforme, unique, standardisé. Hein? Les élèves, on rentre à l'école à tel âge, puis là, on monte d'une année à la fois, en paquet, puis on sort. Et on a décidé, en quelque part, c'est sûr qu'il y a un côté cognitif à ça, mais certainement pas exclusif. On a décidé que qu'est-ce qui caractérisait le plus les élèves, c'est leur âge. Alors, on les met en batch d'âge. Pas sûr, moi, que c'est la clé de ce qui rassemble le plus les élèves, leur âge. Et il y a beaucoup de monde maintenant qui n'y croit plus. Et vous allez voir dans les exemples plus tard qu'il y a des systèmes scolaires qui ne sont plus basés sur l'âge des enfants, mais qui les regroupent par habileté. Alors, voyez-vous à quel point, là, on est ailleurs. Parce qu'ici, c'est, hein, tu as 5 ans, ah oui, en maternelle. Tu as 6 ans, ah oui, en première. Et etc. Et on bouge comme des troupeaux jusqu'à la fin, puis là, on sort. Il y a peut-être moyen de penser ça différemment. Les raisons d'être de l'école aussi sont beaucoup remises en cause. Ça, c'est paniquant. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas paniquer. Mais quand on en lit, il y a des gens qui vont très loin là-dedans. Ils se disent, écoutez, l'école, là, ça a toujours été l'endroit où on allait chercher le savoir. L'enseignant était là et les volumes étaient là. Maintenant, le monde tient dans un iPhone. C'est accessible et la quantité de savoir aussi, là, c'est impossible maintenant d'apprendre tout ce qu'on a à apprendre à un élève. Là. Ça n'a pas de bon sens. Là. Alors, ces deux choses-là ont vraiment beaucoup changé le rôle de l'école. Alors, il faudra voir comment s'ajuster à ça. Parce que si tous les savoirs sont disponibles ailleurs, ça veut dire qu'il faut servir peut-être à d'autres choses. Le monde a beaucoup changé. Ça, on le sait. L'école, peut-être un peu moins. Et les hypothèses qui sont émises par rapport à ce fait-là, parce que c'est un fait avéré, là, un beau pléonasme, ce qui ressort le plus, c'est deux choses. La première, c'est que après le clergé,
l'institution du clergé, l'école est reconnue comme, ou l'éducation, là, est reconnue comme le monde qui bouge et change le moins rapidement. Si on prend des compagnies ou le système industriel, la médecine, etc., il y a des endroits où ça bouge beaucoup plus rapidement parce qu'ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils bougent. L'éducation, c'est un endroit qui bouge lentement. Mais pourquoi ça bouge lentement, ce n'est pas si difficile à comprendre. Et là, c'est des hypothèses toujours, mais elles font un certain sens. Qui fait l'école? C'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Mais si on est resté dans l'école, c'est parce qu'on l'aimait, l'école. C'est parce qu'on l'aimait comme elle était. C'est un milieu dans lequel on a été confortable, dans lequel on a eu un certain succès, avec lequel on était à l'aise et qu'on reproduit. Parce que nous, on était bien là-dedans. Mais il ne faut jamais oublier que ceux qui n'étaient pas bien sont allés faire d'autres choses. Et sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont restés dans l'école. Alors, c'est là où est-ce que l'hypothèse du monde qui font l'école entre en jeu et qui nous fait dire, bien, il faut faire attention, il faut avoir ça en tête, de dire, bien, on n'est peut-être pas les mieux placés pour la changer parce qu'on l'a tellement aimé qu'on y est resté. Alors, réflexion. Une fois ça fait, allons-y avec les étapes, donc le modèle pédagogique, etc., pour voir qu'est-ce qui se dit actuellement. Une première question à se poser, et celle-là, je vous laisse à votre réflexion, mais moi, quand je l'ai lu la première fois, puis c'était sur Twitter, j'ai été vraiment bouleversée. Puis je me suis dit, Colin, c'est tellement vrai. On n'est pas toujours à la bonne place, puis on ne prend peut-être pas toujours les bonnes décisions. Alors, le système est au service de la pédagogie ou la pédagogie est au service du système. Et quand on prend des décisions, à la direction d'école aussi, entre autres, ça, c'est quelque chose qu'il faudrait toujours avoir en tête. Alors, est-ce qu'on est en train de servir le système, hein, l'horaire, la convention, bon, notre transport scolaire, tout ça, ou on est en train de servir la pédagogie par rapport à l'élève? Donc, question à garder en tête. Et l'autre chose sur laquelle nous, on va se pencher à la Fédération, c'est comment les élèves apprennent maintenant, probablement autrement qu'avant. Parce qu'ils sont confrontés à d'autres environnements, d'autres outils. Je ne sais pas si vous regardez comme apprenant. Moi, je suis une apprenante 100 000 à l'heure. J'apprends des choses à tous les jours, mais je n'apprends plus comme avant. C'est vraiment, puis même, je me fais peur des fois parce que je trouve que je suis une girouette. Même que des fois, je me dis, mon Dieu, suis-je en train de commencer à manquer de concentration? Parce que je commence quelque chose, là, je fais tout. L'heure d'après, je reviens. Là, je fais wouhou! Tabarouette. Mais je regarde les élèves, et j'en ai 3 à la maison, puis ils font 18 affaires en même temps, et ils réussissent très bien. Fait que je me dis, ouais, on est en train de changer. Comme individu, comme société, s'il y a 20 ans, on aurait dit à nos enfants, non, pas de musique en faisant les devoirs. On fait une affaire à la fois. Aujourd'hui, c'est impensable, ils appelleraient à DPJ, je pense. Puis ils ont à côté la tablette qui est ouverte, puis Facebook, puis probablement que la télé est ouverte en même temps, puis ils font tout ça, puis tu manques pas de concentration? Non, maman, ça va très, très bien. Je gère tout ça. Alors, il faut s'attarder à ça. Ça, je le passe très rapidement parce que c'est vraiment un leitmotiv dans les revues là, et les recherches. Mais ça, là, eux, ils appellent ça de big shift. Moi, j'ai ajouté ou un air de déjà vu. Parce qu'on a entendu ça depuis, au secondaire depuis 2005, depuis les années 2000 au primaire. C'est toute cette dichotomie entre l'école traditionnelle et l'école de demain, celle plus centrée sur l'enseignant, sur l'enseignement magistral et celle plus centrée sur l'élève, sur son processus d'apprentissage, sur le fait qu'il peut s'enfarger, se tromper, recommencer, c'est pas grave. Donc, ces deux visions-là, évidemment, sont toujours une envers l'autre, mais je pense qu'il faut
il y a toujours des justes milieux, mais il faut toujours garder en tête cette façon de voir. À ce propos, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'écriture tout d'un coup, là, cette conférence-là, elle est disponible. Hein? Elle est déjà sur Internet. Je pourrais vous la remettre si... elle est sur le site sécurisé de la Fédération, mais on pourra la rendre à tout le monde. Les 10 courants forts actuellement, mais ça change. Ça change super vite. Parce que dès qu'il y a une nouvelle idée, il y a du monde pour dire « Ah, finalement, nous autres, on est rendus ailleurs. » C'est étourdissant de suivre ça. Mais ça, c'est dont on entend le plus parler actuellement en éducation. Si vous lisez des revues, vous le savez. Si vous suivez Twitter, vous le savez. Si vous vous tenez au courant. Là. Alors, la classe inversée, là, c'est le hot du hot là, actuellement. Je pense qu'il y a des gens ici qui vont faire des ateliers sur ça. L'apprentissage mixte que j'ai traduit parce que c'est blended learning. Hein, c'est un mélange entre l'apprentissage en ligne et l'apprentissage avec l'enseignant. C'est très, très hot aussi. L'utilisation des tablettes, bien entendu, des téléphones intelligents, les cours en ligne. Et là, ça, vous allez dire, ben mon Dieu, il n'y en a pas ici de ça. Ben, c'est là que le village gaulois s'active. C'est que nos réglementations et nos lois, pour le moment, sont encore très, très... contraignantes ou disons très anciennes, là, parce que, mais on y arrive, là, parce que ça débloque, donc c'est des choses qui vont s'en venir. L'utification, ben, c'est une traduction libre de gamification. Je sais que des écoles parmi vous en font, alors de l'apprentissage par le jeu, des jeux évidemment numériques. L'intégration de la technologie en mode 1-1. Alors là, au-delà des tablettes, tout ce qui est le mode 1.1, c'est un élève, un appareil. Le BYOD, Bring Your Own Device, ou en français l'avant, qui est très évidemment hot, parce que, en quelque part, et on le verra tout à l'heure, c'est une belle solution pour que ça coûte moins cher, de toute évidence, pour les écoles. Les systèmes de réponse en temps réel, hein, les télévoteurs, et les applications, parce qu'il y en a des dizaines de milliers d'applications. Il y a des palmarès qui sortent très régulièrement, des super bonnes, des bonnes maths, français, etc. Et le stockage nuagique, parce qu'à un moment donné, on a beaucoup, beaucoup d'infos, il faut mettre ça en quelque part, ce n'est pas nécessairement les serveurs qui vont le faire. Alors ça, c'est les courants forts, ce dont on entend parler. Alors, on est très loin de... On est assez loin de ce dont on parlait il y a même juste 5 ans, je trouve. Tu sais, ça a bougé beaucoup, beaucoup, beaucoup. On était dans le renouveau, puis là, ben, on est dans la techno quasiment mur à mur. Une chose qui est annoncée par tout le monde, c'est la fin du modèle unique. Nous, quand on entend ça, on se dit, voyons, il me semble qu'on est loin de ça. Mais il y en a qui sont dedans, là, à fond. Vous allez voir dans les exemples qui s'en viennent. Alors, la fin du modèle unique, c'est-à-dire la fin de, si tu veux aller à l'école, ben va dans la classe, dans une école ordinaire. Et de plus en plus, on se dit vers quoi on s'en va, vers quoi les dirigeants d'école doivent commencer à entrevoir leur futur, leur avenir. C'est les 3 essentiels en rouge. Alors, de plus en plus, l'apprentissage, l'enseignement sera centré sur un élève à la fois. Quand je vous disais que j'aimerais mieux vous amener 6 à 8 pour aller prendre une bière, c'est dans cet esprit-là. Personnalisé et, évidemment, utilisant les technos parce que ça facilite la chose. Ce n'est pas parce que c'est la solution, ce n'est pas parce que c'est l'outil du siècle, mais c'est parce que ça permet ça, ce que ne le permet pas la classe régulière. Et les nouveaux services éducatifs en classe, en ligne et mixte. Alors, on verra des exemples. Et juste pour vous donner un exemple très, très près de chez nous, nos voisins du Sud, aux États-Unis, quelques statistiques. Et ça change à vitesse grand V aussi. C'est très, très rapide. Déjà, des cours en ligne, là, tous les États, il y a des écoles qui donnent des cours en ligne, c'est fait depuis longtemps. Dans plus de 30 États, il y a des cours en ligne à temps plein. Il y a des écoles dans lesquelles on peut... K12, là, c'est kindergarten, à la 12e année, alors c'est même primaire. Alors, de la maternelle à la 12e année. Et la projection, parce que vous voyez le 250 000 élèves et l'augmentation intense depuis quelques années, et la projection, c'est qu'en 2019, alors ça s'en vient assez vite, on est à 6 ans, la moitié des cours se donneront en ligne aux États-Unis. Et quand on demande aux gens qu'est-ce qui leur plaît là-dedans, c'est ces 3 éléments-là. Le moment, on peut faire ça quand on veut. L'endroit, on peut faire ça où on veut.
Et le rythme, on peut accélérer ou diminuer le rythme comme on veut. Alors ça, c'est les éléments. Et de plus en plus, en fait, réussir un cours en ligne, ça devient une exigence parce qu'au cycle supérieur, ensuite, c'est des choses très, très courantes. Alors, ça s'en vient. Je ne sais pas si vous allez aux États-Unis régulièrement. Vous remarquerez, en tout cas la prochaine fois, moi, j'y vais tous les étés depuis toujours. Et j'ai vu la différence. Écoutez, actuellement, là, des annonces d'écoles en ligne, il y en a quasiment autant que des annonces de bière. Là, vous allez dire, je fais une fixation sur la bière. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça qui est ça. Bon. On a toute une réputation en sortant d'ici. Mais bref, les annonces sont très, très courantes et les enfants, quand ils regardaient ça au début, étaient là. Regarde, une annonce d'école en ligne. Je dis, ben oui, ici, il y a des écoles en ligne. Qu'est-ce que tu veux? Et de plus en plus, c'est vraiment très courant. C'est plus une exception, là. C'est très, très fréquent. Une autre chose très différente qui s'en vient, c'est ça, c'est l'environnement éducatif qui change beaucoup. Vous avez probablement entendu parler des MOOC, c'est-à-dire des Massive Online Courses, Open Courses, qui sont des cours gratuits. Si vous voulez suivre des cours au MIT, à Stanford, à Harvard, vous pouvez le faire. C'est des cours gratuits, des cours en ligne. Je vous donne un exemple là, d'un des premiers qui a été ouvert. C'était à Stanford, une classe d'intelligence artificielle, et il y a eu un paquet d'élèves de partout dans le monde qui ont suivi ce cours-là. Alors, de plus en plus, le coût des études supérieures aux États-Unis fait changer les choses. Et il y a beaucoup de les compagnies qu'on appelle les start-up qui commencent à offrir des voies alternatives aux universités. Et là, ça s'en vient ici, hein, parce que là, si vous suivez l'actualité, là, on voit que ça nous rattrape. Et Khan Academy. Khan Academy a changé beaucoup de choses. Vous connaissez peut-être Khan Academy. C'est une histoire vraiment très, très, très banale au début de quelqu'un qui met des cours en ligne sur YouTube pour aider un membre de la famille qui est vraiment très, très loin. Et à un moment donné, un autre cours, un autre cours, un autre cours, un autre cours. Bien, maintenant, il y a plus, je pense, de 3800 vidéos. Les gens suivent ça. Bill Gates, maintenant, donne des sous pour que ça fonctionne. Il y a en plusieurs langues et tout est gratuit. Ça ne coûte pas un sou. Alors, ça a créé une école à l'extérieur de l'école. Les gens peuvent rester chez eux et suivre le curriculum à travers ce type d'initiative-là. Alors, ça change beaucoup la donne et ça encourage aussi, pour ceux qui l'utilisent en classe, la classe inversée, parce que l'élève peut aller voir les vidéos et suivre. Bref, ça bouge beaucoup, beaucoup plus qu'ici. Et ça ne bouge pas pour rien, et ça, c'est juste un petit aparté. Les États-Unis s'engagent là-dedans, pas à l'aveugle. Ils ont fait, évidemment, plein d'études et jusqu'à une méta-analyse de plus de 1000 études pour montrer que cet apprentissage-là, il est efficace. Alors, tout ça faisant, ils continuent sur le chemin dans lequel ils sont engagés. Parlons du curriculum maintenant. Le curriculum, de plus en plus, on dit « It's not what you know ». It's what you do with what you know. Autrement dit, ce n'est pas ce que vous savez qui est important dans la vie, parce que tout le monde peut le trouver en 3,2 secondes. C'est ce que vous savez faire avec ce que vous savez. Ça, c'est ce qui est important. Ça, c'est le rôle de l'école. Alors, les connaissances sont nombreuses. Il y a eu beaucoup de changements. L'accessibilité aux connaissances est très, très facile. Le curriculum, c'est peu adapté à ça. Alors, ce qu'on peut réfléchir, nous, dans nos écoles, c'est quoi le profil de sortie qu'on veut pour nos élèves? Qu'est-ce qu'on veut qu'ils sachent et qu'est-ce qu'on veut qu'ils soient capables de faire? Donc, ça, c'est des choses auxquelles on peut réfléchir en école. Mais il y a quelqu'un qui le fait. Tony Wagner est un prof de l'université Harvard et c'est un prof d'université vraiment cool parce qu'il est très terre-à-terre, terrain. Alors, ce gars-là est allé voir des centaines et des centaines de patrons de toutes sortes de sphères, de l'industrie, du service public, du parapublic, du privé. Bref, il a fait le tour, là, un grand, grand horizon. Et il leur a demandé, à quoi vous vous attendez des jeunes qui arrivent pour travailler pour vous? Et il a écrit avec ça le livre qui s'appelle The Global Achievement Gap. Une gap, c'est, quand vous allez en Angleterre, mind the gap, métro, mind the gap.
c'est un trou. Et c'est un écart, donc, entre ce que l'école fait pour préparer les jeunes et ce à quoi le monde s'attend quand ils reçoivent les jeunes. Et il appelle ça le Global Achievement Gap. Et ce que vous avez à droite, c'est ce que les gens lui ont répondu. Il les a appelés ces 7 Survival Skills. Je le dis tout le temps, je ne sais pas pourquoi, parce que j'en compte 14, mais en tout cas, peu importe. Ça, c'est ce que les gens lui ont dit qu'ils veulent de nos jeunes quand on les forme. Ils ne nous ont pas dit on veut qu'ils apprennent telle chose, telle chose, telle chose. Ils disent personne ne me dit on veut qu'ils sachent telle chose. Évidemment, il faut savoir compter, lire, écrire. Bon, ça va de soi. Mais c'est tout en termes plus d'habileté. Il dit, si vous pouviez nous former des gens qui ont ça, de la pensée critique, si on leur dit tout quoi faire, ils ne développeront jamais de pensée critique. Si on leur dit tout quoi penser, ils ne développeront jamais ça. Donc, comment développer cette pensée critique? La résolution de problèmes. Ça, je pense qu'on fait une bonne job. La collaboration, il faut les mettre en situation. Du leadership. Développer du leadership, là, ça prend des situations pour développer ça. Ce n'est pas si évident que ça. Puis il y en a qui l'ont, puis il y en a qui l'ont moins, puis il faut aider ceux qui l'ont moins à le développer. L'agilité, traduit en survivre sur une dizaine. L'adaptabilité, s'adapter aux situations. L'initiative, l'entrepreneuriat. Comment l'école peut travailler ça, l'initiative. Mais si on leur donne toutes les étapes, tu fais 1, tu fais 2, tu fais 3, tu fais 4, tu fais 5, tu fais 6, tu fais 7, il n'y a pas beaucoup d'initiatives là-dedans. La communication orale et écrite, commune à tout le monde, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. On travaille beaucoup sur l'écrite, il faut continuer à travailler sur l'oral, trouver et analyser l'info, la curiosité, l'imagination. Alors, ça pourrait faire l'objet d'un curriculum, mais ce n'est pas donné. Garder le curriculum à jour aussi, c'est super important, parce que ce qui était important avant l'est peut-être moins, puis il y a des choses qui sont maintenant très, très importantes et qui ne sont pas nécessairement dans le curriculum. Alors, il faut le garder à jour. En voilà un exemple. Là. Si on n'est pas capable de trouver de l'info, ben, c'est presque comme être tout à fait illettré. Et il faut être prêt à apprendre, désapprendre, réapprendre. Ça, les élèves vont passer leur vie là-dedans, dans leur vie d'adulte. On dit qu'en médecine, à tous les, là je ne vais pas me tromper, c'est à tous les 3 ans, 50% des connaissances doivent être ajustées. C'est de l'adaptation, ça. En éducation, on pourrait faire la comparaison, là, je ne suis pas sûre. Mais bref, que ce soit des pays qui changent, des planètes qui se font shifter ou des technologies qui varient, on passe notre temps à changer. Il faut s'habituer avec ça. Parlons d'évaluation maintenant. Qu'est-ce qui se dit sous l'évaluation? Et là, on se fait ramasser là, dans les recherches. C'est très dur de le lire, je vous dirais. Quand on a fait ça pendant 25 ans, là, c'est pas évident. Et on se fait beaucoup remettre sur le nez le syndrome de la bonne réponse. Alors, ce qu'on dit, c'est, à l'école, là, vous cherchez toujours la bonne réponse. Mais chercher la bonne réponse, ça fait que les jeunes n'osent plus, lèvent plus la main, hésitent, sont plus sûrs d'eux, etc., etc., etc. L'erreur dans le processus est normale. Il faut passer par l'erreur. Alors, une recherche longitudinale a été faite sur ce qu'on appelle la pensée divergente. Et la pensée divergente, c'est de trouver plusieurs solutions à une problématique, par exemple. Et on s'est aperçu que les enfants, vous voyez les pourcentages là, les petits-enfants sont super bons là-dedans parce qu'ils sortent toutes les idées, puis ça ne leur dérange pas d'avoir l'air fou, de se tromper. Mais plus ils vieillissent en âge, moins ils atteignent des standards d'experts en pensée divergente. Et peut-être que l'école a un rôle à jouer là-dedans, dans le sens qu'on essaie toujours de les ramener vers la bonne réponse. Alors, voilà un constat sur l'évaluation. D'autres, disons plus générales, ça prend trop de place. Ça, même les enseignants, les recherches sur les enseignants le disent, ça prend trop de place. Les épreuves finales teintent trop le curriculum, du teach to the test, là, en quelque part, ça revient tout le temps un peu dans notre esprit, surtout quand on a ces tests-là de la sanction.
Souvent, les épreuves finales, puis les profs, souvent, sont les premiers à lever le flag en disant Seigneur, que c'est insignifiant de leur demander ces affaires-là, alors qu'on a travaillé des choses beaucoup plus pertinentes avec eux toute l'année durant. Alors, teste pas toujours les choses essentielles. Et souvent, et il y en a qui ne se sont pas gênés même pour le dire en pleine télévision, on évalue des connaissances juste parce que c'est plus simple. Mais ce n'est pas ça le rôle de l'évaluation. On ne fait pas ça parce que c'est plus simple. Il y a d'autres moyens de faire. Au niveau techno, les constats sont les suivants. Bon, c'est un incontournable, je pense qu'on est tous d'accord avec ça, les élèves, c'est le monde dans lequel ils vivent. Ça peut être un bon prétexte aussi pour changer les choses. Ce n'est pas la solution, l'appareil en tant que tel, ce n'est pas une solution magique, c'est la pédagogie qui vient avec qui peut faire les choses. Mais cet appareil-là offre plusieurs possibilités, dont quelques-unes qui sont là. Évidemment, l'accès aux connaissances, l'augmentation du temps qu'on peut avoir. Ça, vous allez voir, c'est une récurrence que les gens, ceux qui font du blended learning disent que ça donne ça. La collaboration, la personnalisation, la découverte, etc. Et ça augmente la motivation. On vient d'avoir une étude de Thierry Carpentier, là, de l'Université de Montréal, qui a fait vraiment une longue recherche avec la commission scolaire Eastern Township, parce que ça fait très longtemps qu'à Eastern Township, ils ont remis un appareil dans les mains de tous les enfants du primaire et du secondaire. Et au bout de cette longue étude, oui, c'est bon. C'est motivant. Alors, une des études qui a été faite ici, mais celles qui sont faites ailleurs disent la même chose. Et évidemment, ils font déjà partie de les jeunes. Des faits, le modèle 1 pour 1, on va tous se rendre là. C'est un incontournable, que ce soit aujourd'hui, demain, hier, après-demain, on va s'y rendre. Et il y a un avantage aux usages nomades. Ça veut dire à quelque chose qui bouge avec nous, avec tous les avantages que ça a, l'accessibilité, les contenus personnalisés et la variété. Parce que des applications, je suis sûre que mon chiffre n'est même plus à jour. Parce que je l'ai mis à jour il y a quelque temps, mais ça change et ça varie tellement rapidement. Alors, on est rendu là. Et certains parlent d'un nouveau phénomène que j'ai traduit en sagesse numérique, qui disent que, éventuellement, il faudra faire des choix. Il y a des choses qu'on devra garder dans nos têtes et il y a des choses qu'on laissera aux machines. Parce qu'il y a des choses que les machines font mieux que nous, beaucoup plus rapidement, et nous, on s'occupera des choses qui demandent des choses que les machines ne peuvent pas faire. Alors ça, c'est un éventuel. L'organisation matérielle, qu'est-ce qu'on dit de l'organisation matérielle? La salle de classe, elle est vraiment attaquée de toutes parts actuellement, puis vous allez voir tantôt un paquet de photos de salles de classe. Ceux qui construisent des écoles actuellement révolutionnent la salle de classe. Alors, la salle de classe est pointée du doigt comme étant même un responsable de l'apprentissage magistral, de l'enseignement magistral, pardon. Parce qu'elle s'enligne comme ça, puis en avant, il y a le prof, et elle est organisée pour l'enseignement magistral. Alors, elle est pointée du doigt. Et le besoin qu'on a, et tout à l'heure je vous montrerai c'est quoi la classe idéale selon toutes ces recherches, c'est un modèle où on va apprendre ensemble avec les technologies. Et l'avantage de ces modifications, ceux qui sont en train de modifier leurs écoles, c'est quand on dit c'est l'œuf ou la poule, c'est-à-dire est-ce que le fait de changer ma classe va changer mon modèle pédagogique ou l'inverse. Alors, certains commencent par un, d'autres commencent par l'autre. On verra tout à l'heure des exemples. J'espère que vous n'êtes pas trop brassés, là, pour le moment. Et là, on arrive, et là, je vais regarder le temps parce que je sais que... Oh mon Dieu, je vais me dépêcher. On arrive dans les pistes de solutions. On va reprendre tous ces modèles, et c'est là que je veux que vous partiez avec au moins une idée, okay, des solutions quand on reprend chacune de ces choses-là. Que ce soit les enseignants, que ce soit les directions, parce qu'il y en a ici, de partir peut-être avec une petite idée. Un principe de départ, vous connaissez peut-être l'effet diligence. Je reviens avec ça parce que je pense que c'est important. Vous avez à gauche ici une diligence et à droite, c'est la première voiture. Vous voyez qu'il y a beaucoup de ressemblances. Et l'effet diligence, que ce soit un passage obligé ou pas, parce qu'effectivement, des fois j'y réfléchis, puis quand les gens disent « faites attention », je me dis des fois, écoute, c'est un passage peut-être obligé. L'important, c'est de le savoir, puis de passer à d'autres choses. Alors, quand on fait des changements, souvent, on va essayer de coller quelque chose de nouveau
à ce qu'on fait exactement de la même manière, mais en collant quelque chose. Dans ce cas-ci, souvent, c'est la techno ces temps-ci. Hein? Je faisais ça. Au lieu de le faire sur un papier, on va le taper. On ne vient pas de changer la pédagogie du tout. Là. Okay? Pas de plus-value. À part peut-être que ça va aller plus vite, mais il n'y a pas de plus-value. Il faut vraiment voir les choses autrement. Et ce qui arrive souvent, parce que certains qui sont dans des modèles un pour un ces temps-ci, se posent beaucoup de questions. Mais souvent, la solution de la question, c'est justement, c'est parce que tu as un problème, parce que tu essaies de faire la même chose avec l'appareil. Ah oui, OK. Change ce que tu essaies de faire, et là, tu vas voir, ton problème va se régler tout seul. Et souvent, on s'aperçoit que c'est la solution quand on voit ce type de problème. Une approche intégrée. Ça, je le dis surtout aux directions d'école, mais je vous le dis à vous aussi, c'est vraiment un incontournable. On ne peut pas coller des affaires puis essayer de changer une chose puis que le reste ne change pas. Tout va suivre. Alors, ce modèle-là, cette diapo-là, c'est quelque chose à avoir en tête ou se l'imprimer puis la garder en quelque part parce que c'est le modèle de dire, regarde, tout ça, ça va ensemble. Hein? Au niveau pédagogique, le modèle, le curriculum, l'évaluation, au niveau de la technologie, les outils, les infrastructures, au niveau de l'organisation du temps et de l'espace, si tu changes une chose, ça ne changera probablement pas l'ensemble. Et il faut réfléchir à ce qu'on fait. Si on met, par exemple, un appareil dans les mains de tous les enfants, il faut peut-être songer à notre infrastructure. Tout est lié, là. Et évidemment, le modèle va avec, bref, et l'évaluation. Je pourrais toutes les nommer, tout va ensemble. Prenons le temps. Des périodes de 45 minutes, là, on n'est probablement plus là. Okay? Parce que si on veut travailler dans un contexte de collaboration avec des outils, etc., il faut passer à d'autres choses. Alors, tout ça est interrelié. Si on veut faire des changements, il faut penser globalement. Allons-y avec maintenant des pistes de solutions. D'abord, au niveau de la pédagogie et des modèles. Quelques pistes pour les enseignants. Je ne vous en donnerai pas 50, je vais vous en donner 3, 4, okay? Peut-être 5. La première, là, je pense qui est le plus important, et c'est la qualité première, je pense, d'un enseignant. Soyez un apprenant modèle. Si vous êtes en apprentissage constant, vous montrez aux élèves que la vie, ça ne s'arrête pas après l'école, qu'il faut toujours apprendre, vous allez être pour eux des modèles d'apprentissage pour la vie. Qu'il faut toujours se tenir à jour, que les choses changent, qu'il faut s'adapter, qu'il faut continuer, qu'il ne faut jamais stagner. Et ça, je pense que c'est la plus belle qualité d'un enseignant. En tout cas, en entrevue, je l'ai dit à un moment donné au directeur, je pense que si vous avez ça devant vous, vous êtes en business. C'est la plus belle qualité. Se réseauter, je vous encourage à le faire. Parce que vraiment, il y a des gens généreux. Twitter, là, c'est comme avoir un paquet d'assistants. On s'inscrit à ceux qu'on veut, puis ils nous envoient de l'info. C'est extraordinaire. C'est vraiment comme si vous aviez un paquet de gens qui travaillent pour vous gratuitement. C'est extraordinaire. Et si vous voulez contribuer plus tard parce que vous vous sentez mieux, vous pouvez le faire. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Alors, c'est vraiment une perle. On est loin du Facebook, là. Et évidemment, Twitter, vous pouvez aussi savoir ce que Justin Bieber a mangé le matin. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Abonnez-vous aux gens dont vous voulez avoir des nouvelles. Abonnez-vous aux gens qui vont vous faire avancer, qui vont vous apprendre des choses. Si vous voulez savoir d'autres choses, vous pouvez aussi. Mais Twitter, c'est vraiment un outil d'apprentissage professionnel extraordinaire. Et s'adapter. Il va falloir s'adapter. Je le sais que c'est une constante dans la vie, mais on l'a dit tantôt pour les élèves, c'est la même chose pour les enseignants. Il faut adapter. Il faut adapter son rôle, il faut adapter son évaluation. Une autre piste, c'est faites entrer le monde dans votre classe. Ouvrez vos élèves aux murs. Hein, les murs de la classe, là, on a maintenant les moyens d'aller au-delà de ces murs-là. L'information se trouve ailleurs. Il y a peut-être un bon conférencier à écouter. Il y a peut-être quelqu'un qui l'expliquerait mieux que vous. Il y a peut-être quelqu'un qui apporterait un point de vue différent. Bref, il y a moyen d'aller à l'extérieur. Proposer du travail significatif pour les élèves. Ils le disent tout à l'heure. Ce qu'ils veulent faire, c'est des choses vraiment significatives dans lesquelles ils peuvent s'engager, qu'ils trouvent intéressantes. Et je sais que cette partie-là est vraiment difficile. On va peut-être s'y rendre un jour. Si on reparle de ça dans 10 ans, je suis sûre qu'on est ailleurs.
Mais personnaliser l'apprentissage, ça va devenir un élément très important. Au niveau de la direction, très rapidement, parce que je les ai déjà rencontrés, mais je les encourage à se réseauter, évidemment, et je les encourage à vous encourager. Parce que des fois, effectivement, il y a des profs qui ont beaucoup de volonté, qui écoutent ça et qui se disent « Yes, moi je suis tellement là-dedans depuis longtemps », mais la structure d'école est un peu rigide et tout. Les directions, on les encourage à vous encourager, à vous supporter, à mettre en place ce qu'il faut pour vous. Et ils devront, on l'a dit tout à l'heure, réfléchir globalement à ces 3 éléments-là, parce que l'école, elle va changer, éventuellement. Quelques exemples. Alors, des exemples, là, allez surfer, vous allez en trouver des milliers. Moi, j'en ai choisi vraiment au hasard. Le Florida Virtual School, c'est une école 100% en ligne. Vous pourrez rester chez vous, faire toute votre secondaire. Elle est en ligne au complet. À Carpe Diem, en Arizona, les photos qui sont à droite, c'est dans cette école. C'est une école qui fait de l'apprentissage mixte à 50-50. Vous voyez en haut un laboratoire où les élèves sont en situation d'apprentissage individualisé selon où ils sont rendus, leur vitesse d'apprentissage, etc. Et il y a une autre partie où est-ce qu'ils sont en classe. Eux, c'est un apprentissage mixte, mais sur place. Ils ne sont pas à la maison. Leur apprentissage en ligne, ils le font dans les locaux de l'école. Clintondale School, j'en parle un petit peu parce qu'elle a été très médiatisée cette année parce que c'était une école, vous savez, le No Child Left Behind aux États-Unis est très dur pour les écoles. Il y a des écoles qui ont été toutes vidées de leur personnel. Ils ont dit, vous n'êtes pas bon. Fou, pas une personne. Là. On change l'équipe au grand complet, le coach puis tous les joueurs. Et là, on remplace. Et cette école-là était vraiment dans le trouble. Et le directeur qui est là a dit, bon, ben, on va changer de modèle, on va innover. Ils sont allés en classe inversée et ils ont eu un très grand succès. Ils se sont sauvés. Puis bref, ils ont été très médiatisés. Curriculum. D'autres pistes au niveau du curriculum. Alors, évidemment, ça a l'air facile de le dire, là. Mais il faut essayer de prioriser les bonnes affaires. Tout à l'heure, on regardait les 7 Survival Skills de Tony Wagner. Essayez de mettre moins d'emphase sur les connaissances. Les connaissances, ils peuvent les trouver. Qu'est-ce qu'on fait avec? OK? Donc, plus d'emphase sur les compétences et les habiletés sociales et émotionnelles. C'est aussi une demande récurrente qu'on voit dans les études. Mais je suis très consciente qu'en attendant, on a un double rôle. Hein? Le politique prend beaucoup de place en éducation au Québec. Nous, on essaie de changer. En passant, là, vous faites super bien ça, parce que là, on est filmé. Vous trouvez bon? Puis si vous trouvez ça pas pire, on pourrait envoyer ça à la ministre pour lui donner des idées. Non, mais pour faire changer certaines choses, certains encadrements qui nous empêchent de... Merci, ça va appuyer le message. Bien, qui vont faire changer certains encadrements qui ne nous permettent pas de l'attitude, parce qu'on n'est pas obligé de tout se lancer là-dedans. Mais il y a certaines personnes qui sont comme des lions en cage, là, qui seraient prêtes à dire, bien, nous, on va offrir quelque chose de différent. Parce que là, on est pas mal tous dans le même bassin, hein, puis on donne tout le même curriculum, puis etc. Bref, on est très conscient de ça actuellement. Mais, comme je le disais tantôt, il y a peut-être moyen de personnaliser ce curriculum-là. Les technologies, elles existent à l'heure actuelle. C'est possible de personnaliser le curriculum. Il y a des écoles qui le font. Et on sait que l'apprentissage est à son efficacité maximale quand on en a besoin. Les élèves qui sont pris dans un jeu vidéo de Warcraft, je ne sais pas quoi, là, dans la 18e niveau, puis que là, il faut qu'ils se sortent de je ne sais pas quoi, il va la trouver, la solution. Hein? Quand on en a besoin, on va le chercher. Mais quand on ne l'a pas sollicité, l'intérêt n'est pas toujours là, on peut les comprendre. Voici quelques exemples d'écoles qui ont décidé de faire différemment au niveau de leur curriculum. Des exemples parmi des centaines. Le New York City e-School, E pour iPad, travaille toujours dans un contexte de résoudre des problèmes. Ils voient le curriculum et le contenu à travers cette façon de faire-là, et toujours avec les technologies. Le Berkeley Carroll School, c'est une école privée pour filles, où on travaille toujours en mode interdisciplinaire.
Maths, français, univers social, anglais, là, non. On travaille en mode interdisciplinaire et on utilise un modèle mixte en classe et en ligne. En classe avec un enseignant et en ligne de manière individuelle. Et au New Hampshire, écoutez, là, ça commence à se rapprocher, là. C'est proche de New Hampshire. C'est super intéressant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le curriculum, il n'est plus basé sur le temps à passer. Hein? Français, secondaire 1, 200 heures. Français, secondaire 2, 200 heures. Anglais, secondaire 1, 100 heures. Bref, il n'est plus basé là-dessus. Il est basé sur la maîtrise de la matière. Tu as tout vu? Tu as compris? Arrête de niaiser. Passe à d'autres choses. Ça change la façon de voir beaucoup l'école. L'évaluation. Quelques pistes en évaluation. Revoir le rôle, peut-être. OK? Ça, c'est une première chose, mais ça fait des années qu'on en parle, le rôle de la sanction par rapport à l'apprentissage. L'erreur, il faut y passer par là pour apprendre des choses. Alors, dans notre évaluation, soyons conscients que c'est un passage obligé pour l'apprentissage. Évaluer ce qu'on considère vraiment important. Alors ça, c'est à la longue, hein, quand on parle de profil de sortie, qu'est-ce qu'on veut faire? Et avoir une nouvelle attitude envers l'erreur. Hein, c'est un passage, c'est correct de se tromper. Si on ne se trompe pas, on ne fera jamais rien. Donc, quelques pistes. Et arrêtez de poser des questions dont la réponse se trouve directement sur Google, ou bien non, laissez les élèves le trouver. Okay? Ça, c'est des pistes qui peuvent être prises, y aller avec des choses un peu plus concrètes, un peu plus, effectivement, plus difficiles à répondre, peut-être plus long à corriger, mais ça, c'est une autre histoire. Okay? On peut voir, on n'est pas obligé de tout non plus repasser dans nos mains. Bref, des choses auxquelles il faut réfléchir. Ajouter des questions, donc, qui demandent de la collaboration plus de réflexion. Quelques exemples. Maintenant, je sors un peu des États-Unis. Au Danemark, eux, vraiment, là, ils sont passés à autre chose. Au niveau de l'évaluation, on a droit à tout. Évidemment, on ne corrige plus le savoir, parce que ça, c'est accessible. On corrige ce que les jeunes sont capables de faire avec, l'esprit critique, bref, tout ce qui est alternatif ou autour de ce savoir-là. Et en Virginie, maintenant, tous les tests standardisés du gouvernement se font en ligne. Chose qui se fera éventuellement la journée où tous les élèves auront un ordinateur dans les mains, parce que pour ça, le ministère a beaucoup d'ouverture, il n'y a pas de problème. Technologie, outils ou infrastructures, les 3 pistes ou les 3 conseils sont les suivants. Un premier, il faut penser si on donne les outils aux élèves, si on leur demande de les acheter ou si on s'en va dans un BYOD. Tout ce que vous allez lire à peu près dirige les gens vers du BYOD. Les gens disent ça, c'est l'avenir, de mettre en place des structures et de dire aux élèves, apportez ce que vous avez. Et il y a de plus en plus d'écoles qui le font. Il y a même de nos écoles qui le font. Et à l'extérieur, c'est très, très courant. Parce qu'évidemment, et pensons au réseau public en particulier, évidemment, la Eastern Township le fait il y a très longtemps, de donner des appareils à tout le monde, mais là, ils n'ont même plus les moyens de le refaire. Alors, c'est des coûts qui sont astronomiques. Les élèves ont de plus en plus des appareils. S'ils n'en ont pas, on peut en avoir quelques-uns pour ceux qui n'en ont pas, mais bref, c'est quelque chose qui s'en vient très, très bientôt. Évidemment, il faudra penser aux infrastructures, parce que pour accueillir un paquet d'élèves, s'ils arrivent ici dans une école où il y a au-delà de 2000 élèves, chacun avec son appareil, il faut être prêt pour les accueillir. Et évidemment, on ne s'en sortira pas sans la formation des enseignants, c'est une évidence. Organisation du temps et de l'espace. Pensez en dehors de la boîte, au niveau de l'horaire, par exemple. Vous savez, ici, là, on a une vision de l'école très québécoise. Nos vacances sont toujours à la même place, puis notre structure est toujours la même depuis vraiment assez longtemps. Mais dès qu'on s'en va à l'extérieur, les vacances, ce n'est pas les mêmes. La structure n'est pas la même. Il y a des gens, juste en Angleterre, ils font des cycles de 6 semaines, 2 semaines, 6 semaines, 2 semaines. C'est très, très différent. Alors, il suffit d'ouvrir puis de simplement voir que ça pourrait être fait autrement. Et là, après ça, il n'y a plus de limite à notre créativité. Et penser en termes de besoins de l'élève.
Et la classe idéale pour apprendre ensemble avec les technos, vous avez là quelques photos. C'est sûr que l'écran est tellement grand que la résolution commence à être ordinaire, mais voici quelques exemples d'images. Il y en aura d'autres pour la suite. Mais au niveau de la classe idéale, pour le moment, qu'est-ce qui vous fait sourire? Est-ce quelque chose que j'ai manqué? La chaise? Il y a déjà de nos écoles qui ont ces chaises-là. Quand je l'ai montré il y a 3 semaines à la CEP Québec, il a dit « Ah oui, on les a, nous. » Ah ben, je dis « C'est cool. » Alors, la classe idéale, 3 éléments. Un premier élément, faire un environnement où on peut se rencontrer, discuter, jaser, argumenter. Un deuxième élément, que la classe puisse être modulaire, qu'elle puisse être adaptée aux besoins. Et le troisième élément, qu'elle soit adaptée aux technos. Alors, ça veut dire Internet sans fil, super bande passante et où les élèves peuvent apporter leurs appareils. Je vous donne quelques exemples, et là, il y aura beaucoup d'images, justement, pour permettre d'inspirer. Le College Western Heights en Australie, eux, ils ont construit une nouvelle école. Ils n'ont pas fait de classe, ils n'ont pas fait de couloir. Ils ont juste fait de grands espaces et avec des murs qui se modulent pour organiser ça aux besoins. Alors, parfois, effectivement, ce sont des classes, mais parfois, ce sont des regroupements de classes. Alors, bref, ils ont fait ça comme ça. Et si vous allez voir les images, par exemple, si vous faites locaux ou Suède, ou si vous allez on verra tout à l'heure le programme en Angleterre, il y a vraiment des milliers d'images d'écoles très, très différentes. Alors, vous voyez quelques environnements différents. J'arrive à la conclusion, que je vais faire rapide parce que je sais mais je n'aurai pas tellement dépassé par rapport au temps du début. Alors, allons-y avec la conclusion. Je pense que ce qui est super important, parce qu'on le sait que ça change, c'est bouleversant. Là, il y en a peut-être qui se disent « Ah, yes, ça fait longtemps que j'attendais ça, de voir que ça bouge. » Puis il y en a d'autres qui se disent « Oh, fiou, je prends ma retraite cette année. » Il y a peut-être les deux écarts, là. J'en suis parfaitement consciente. Même que moi, je voudrais pas la suivre, cette conférence-là, parce que moi, c'est sur 4 ans que c'est rentré. Alors, c'est tout doucement voir une conférence. Ah oui, super intéressant. Une lecture, mais me faire garrocher ça dans 1 heure, je ne suis pas sûre que je le digérerais très, très bien. Alors, je suis très empathique à ce que vous vivez actuellement. Mais je pense que, nonobstant tout ça, il faut avoir, comme disait Jessica, il faut rêver, il faut se laisser porter par ce qui s'en vient, il faut en être conscient, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable, puis il faut avoir de la vision. Puis la vision, c'est aussi aller voir ce qui se passe ailleurs, puis s'apercevoir qu'ici, bien, on traîne de la patte, un peu. On fait bien avec nos élèves sur les tests standardisés PISA, mais dans un autre contexte, là, et de manière plus générale, il faut voir où on s'en va. Et la Grande-Bretagne a pris ce virage-là il y a quelque temps. Alors moi, des fois, je me dis, bien, il y a de l'espoir. Peut-être qu'un jour, il y a des politiciens qui feront la même chose. Vous voyez le programme qui s'appelle Building School for the Future. Ils ont vraiment bouleversé. Ils ont mis énormément d'argent, beaucoup de nouvelles écoles. Si vous allez juste googler Building Schools for the Future, vous allez voir le programme, mais vous allez voir, si vous allez dans Images, vous allez voir des images extraordinaires. C'est à vous. Ça donne le goût de déménager, c'est pas mal, hein? Et leur objectif, c'était les suivants. Justement, là, tout ce que la recherche disait, tout ce qu'on entend de plus en plus, eux, ils ont dit, bien, on va le faire. Alors, une école sur mesure qui utilise les technos plus adaptés, plus individualisés, essayer de sortir du modèle plus traditionnel, on va essayer d'aller vers là. Et là, vous avez quelques images là, que j'ai croquées ici et là, d'intérieur surtout, mais à l'extérieur, sont magnifiques, de locaux différents, mais évidemment, les écoles sont neuves. Hein? C'est extraordinaire. Et je m'arrête 1 seconde sur l'école ESA Academy en particulier, parce que c'est une école qui a l'air vraiment, mais vraiment cool, où tous les élèves apportent leur appareil, on apprend avec ça, et les élèves ne sont pas regroupés par âge, ils sont regroupés par leur niveau d'habileté. Alors, ils avancent, certains plus rapidement, d'autres moins rapidement, mais ils avancent selon leur niveau.
Et j'achève, là. Il y a une chose qu'il faut, c'est beaucoup de courage. Et ça revient aussi. Ça revient parce que ça prend à un moment donné du leadership, de la vision. Ça, c'est beau, mais ça prend du courage. Parce qu'à un moment donné, il faut dire, on va faire le pas, on va aller plus loin, on va continuer, on va changer un peu les choses. Alors, je nous en souhaite tous collectivement, mais il n'y a personne qui a ce monopole-là. Hein? Il n'y a pas une direction générale ou une direction pédagogique. C'est tout le monde ensemble. Les enseignants sont aussi le moteur de ce courage-là, de ce changement-là. C'est super, super important. Quelques constats, et je pense qu'on fait bien de les faire. 3 choses. Être une bonne école, ça n'est pas une garantie de rester. Il ne faut pas stagner, parce que si tout le monde avance, puis vous ne bougez pas, de manière relative, qu'est-ce qui vous arrive? Vous reculez. OK? Alors, il faut rester, faut se tenir à jour, et les jeunes, le monde, tout ça a beaucoup changé. Il faut changer aussi notre façon de leur enseigner et de les soutenir dans leurs apprentissages. Et vous avez là quelques autres images. Avant-dernière diapo. On est très, très en lien, nous, avec la NICE, la National Association of Independent Schools. C'est la même chose que la fédération, mais c'est pour les écoles privées aux États-Unis. Nous, on a 190 écoles, ils en ont 1400. Okay? Ce n'est pas la même teneur, c'est beaucoup plus gros, mais ils vivent actuellement des heures pas si faciles. Évidemment, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une crise aux États-Unis, donc au point de vue économique, ce n'est pas toujours évident pour les parents, mais ils ont aussi, à part l'école publique, un deuxième, je le dis à la blague, ennemi. Ils ont ce qu'on appelle les écoles autonomes. Il faut toujours regarder qu'est-ce qui pourrait nous arriver. Les écoles autonomes, ce sont des écoles publiques, donc évidemment à 100% subventionnées, qui décident de se dissocier de la commission scolaire. Et à ce moment-là, elles s'organisent, un peu comme nous, s'organisent toutes seules, mais elles sont entièrement subventionnées. Alors, elles prennent une couleur, elles prennent un peu la nature d'une école privée, ce qui fait qu'elles deviennent de plus en plus populaires et c'est difficile pour les écoles privées. Alors, eux autres, ils travaillent très, très fort sur la pérennité de leurs écoles. Certaines écoles ont vraiment plusieurs centaines d'années, mais tout le monde travaille fort à garder leurs écoles ouvertes. Et il y a 3 choses, hein, après une vaste enquête, il y a 3 choses qui semblent très prometteurs pour garder les écoles ouvertes. La première, l'innovation. Alors, si on veut faire différent, il faut faire différemment pour poursuivre, attirer cette clientèle-là. La seconde, la créativité. Évidemment, vous direz ça va ensemble. Il faut être créatif pour innover, mais c'est une chose super importante, puis à travailler aussi avec les élèves. Et la troisième chose, c'est le curriculum. Si on donne exactement tout ce qui se donne de l'autre côté de la rue, puis de l'autre côté de la rue, ça ne coûte rien, bien, c'est sûr qu'on ne se caractérise pas. Alors, il faut faire attention. Et je vais terminer, si vous me permettez, en citant Ken Robinson, qui vient tout juste de redonner une toute petite conférence en décembre. Il a rencontré des gens et je me disais, franchement, on aurait été tellement plus chanceux que ce soit lui que moi. Et bref, alors je lui donne une petite place parce que vraiment, c'est extraordinaire le message qu'il nous envoie et moi, je l'adore. Alors, je vous laisse avec les mots de Ken Robinson qui dit « Nous sommes coincés dans un système d'éducation incapable de gérer le changement de société, car pris dans une mentalité de commande et contrôle, hein, très contrôlante, de la part de politiciens et de fonctionnaires qui croient devoir garder le contrôle au centre. Nous avons besoin d'une révolution en éducation pour nous arrimer à la révolution sociale. Mais c'est une révolution qui devra être tentaculaire. Elle devra venir des pratiques des écoles et des individus qui pensent différemment et agissent aussi différemment. De quoi aura l'air cette révolution? Bien, elle est déjà en marche, même nous, on le voit. Les pratiques changent, les façons de voir l'éducation changent, les élèves changent et la technologie change la relation entre celui qui enseigne et celui qui apprend. Pour les élèves, le système d'éducation, ou je vais dire en parenthèse, le MELS, ce n'est pas ce qui se passe dans les bureaux au ministère.
C'est leur école, c'est leur classe. Alors, si vous êtes un directeur, vous êtes le système d'éducation pour vos élèves dans votre école. Si vous êtes un enseignant, vous êtes le système d'éducation pour vos élèves dans votre classe. Si vous changez vos pratiques, si vous changez vos façons de voir l'éducation, vous changez le système d'éducation pour ces élèves, vous changez le monde pour eux. Et si suffisamment de personnes changent et sont unies et cohérentes dans la façon dont elles changent, c'est un mouvement. Et quand suffisamment de personnes sont en mouvement, bien, c'est une révolution. Les révolutions proviennent toujours de la base. Les gouvernements ne vont pas contre leur propre organisation et ne font pas la révolution à l'encontre de leur propre politique. Non, les révolutions, ils vont du bas vers le haut. Et si les politiciens y sont sensibles, bien, ils embrassent la cause et disent que c'était leur idée. C'est correct, ils peuvent avoir ça. Merci beaucoup.